Eh bien, merci à celles et ceux qui nous ont retrouvés, merci à celles et ceux qui sont restés, et merci à celles et ceux qui ont mangé. Nous allons donc entamer la deuxième partie de cette journée, donc qui fait suite à cette introduction du colloque après une table ronde fort bien animée sur les données. On va enchaîner avec deux sessions, donc une qui va porter sur les transferts biogéochimiques le long du continuum homme-terre-mer sous le changement socio-climatique, et une deuxième session sur les contaminants, niveaux et effets dans les écosystèmes et sur la santé. Donc chaque présentation sera suivie d'une petite période de questions, et il y aura une période d'échange à la salle une fois que toutes les présentations auront été faites. Donc ne soyez pas frustrés si vous ne pouvez pas vous poser votre question immédiatement, il y aura un moment d'échange à la fin. Tout de suite, je vais passer la parole à Vincent Thieux, Agnès Rivière et Edith Parlanti, donc je ne sais pas lequel va parler, pour vous faire une courte introduction de cet axe et sur les présentations à venir. Merci. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, une fois n'est pas coutume, merci Agnès. On va commencer cette session, ce colloque, avec les présentations de l'axe 5, qui, je vous rappelle, concerne les transferts biogéochimiques le long du continuum homme-terre-mer, sous changement socio-climatique. Alors, on ne va pas redécrire tout l'axe 5, et il va y avoir 4 présentations sur les différentes actions qui sont prévues dans cet axe, et on va tout de suite commencer, je pense, avec Vincent qui va nous parler de couleur d'eau. C'est ça ? Donc je vais commencer. Bonjour à tous. Je vais vous parler de couleur de l'eau, mais pas que. Je vais vous présenter le cadre de l'action Komodo qu'on a lancé durant cette phase 9 du Pyrène et son déploiement sur le lac de Marne durant le printemps 2025. Alors, je représente un tout petit peu l'objet du réservoir Marne, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, ça fait partie des grands lacs réservoirs en amont du bassin versant de la Seine. C'est un barrage qui a été construit en dérivation sur la Marne et la Blaise. Une surface de 48 km² et 350 millions de mètres cubes retenus, avec des objectifs de gestion qui concernent à la fois le soutien d'étiage et la prévention des crues pendant les périodes de haute eau, et donc forcément une forte battance dans le réservoir en remplissage et en vidange pour pouvoir soutenir ces objectifs de gestion. Les travaux menés sur le réservoir Marne ne datent pas d'aujourd'hui, c'est assez historique dans le Pyrène depuis le début des années 90, avec ensuite des thèses plus récentes qui ont suivi. Mais c'est une illustration très concrète de travaux où la mesure in situ est venue en appui à la mise en place de travaux de modélisation en biogéochimie, et notamment sur le développement d'une partie des processus biogéochimiques dans le modèle RIVE, qui inclut dans une application réservoir nommée Barman, qui est une représentation mélangeur parfait, c'est-à-dire 0D, du fonctionnement biogéochimique du réservoir de la Marne. Sur ces développements de modélisation biogéochimique, on a eu des thèses assez récentes. Je vous en avais parlé lors du précédent épisode, l'année dernière, à ce même colloque, des développements qui concernaient les émissions aquatiques de gaz à effet de serre, et notamment le CO2, avec la prise en compte nouvelle du carbone inorganique dans le modèle biogéochimique RIVE. On a eu une thèse qui s'est finie en 2022, la thèse de Yann, Chin-Chen Yann, sur les réservoirs, avec un gros travail sur le réservoir de Marne, qui a montré que le CO2 était le principal gaz à effet de serre du réservoir, avec des émissions qui ont par ailleurs été quantifiées. Et là encore, une illustration parfaite de cette complémentarité entre mesure in situ des gaz dissous et développement de la modélisation en parallèle. Néanmoins, le fonctionnement biogéochimique du réservoir Marne a encore quelques verrous, quelques mystères. On s'est heurté assez rapidement durant la thèse de Chin-Chen Yann à notre besoin de densifier à la fois spatialement et temporellement l'observation de terrain dans le réservoir. Même si on a beaucoup travaillé sur les canaux d'apnée, de restitution, on avait besoin de revenir faire des mesures plus précises et plus diversifiées dans les lacs. Besoin également de pouvoir mieux prendre en compte la stratification saisonnière et faire évoluer la modélisation vers à minima une représentation 1D verticale.
Sur la question du carbone, qui est assez à l'agenda actuel de pas mal de recherches, on a eu des développements sur le métabolisme du réservoir avec la quantification par modélisation et par observation à la fois des métabolismes de production primaire qui vont consommer du CO2, augmenter le pH, et à l'inverse, des mécanismes de respiration organotrophe qui vont produire du dioxyde de carbone et faire diminuer le pH. La thèse de Maresco nous a permis de mieux prendre en compte le rôle des carbonates dans la stabilisation du pH et les émissions de CO2 en lien. Et dans la thèse de Yann, sur le réservoir de Marne, on a été confronté à la nécessité de devoir prendre en compte un terme supplémentaire dans les bilans de carbone inorganique, et ce terme concernait la précipitation des calcites. Donc on a eu une approche basée sur nos observations de calcium, mais sans avoir une représentation process-based de la production de calcite et de sa précipitation dans le lac. Donc ça reste aussi un verrou important en ce qui concerne le cycle du carbone inorganique et les émissions de CO2. Et donc l'ensemble de ces verrous nous a amené à conduire et à proposer un nouveau projet en phase 9, le projet Komodo. Komodo pour couleur des eaux et modélisation biogéochimique dans les réservoirs, pour l'instant uniquement dans le réservoir Marne. On a au cœur de ce projet Komodo la modélisation biogéochimique, représentée ici par le modèle RIVE, développé dans le Pyrène, modèle qui va avoir un grain spatial qui va s'étirer depuis un pas de temps infrahoraire pour décrire les différents processus, les différentes cinétiques, jusqu'à des pas de temps journaliers pour représenter les variations nictémérales, des pas de temps un peu plus importants pour les dynamiques de population, ça peut prendre quelques jours, quelques dizaines de jours, les processus saisonniers et forcément, avec ces outils de modélisation, la possibilité de pouvoir établir des bilans de fonctionnement biogéochimique à l'échelle annuelle. Ce qu'on a voulu mettre en parallèle de cette modélisation, c'est tout d'abord un effort de mesure in situ, à la fois haute fréquence et basse fréquence. La haute fréquence va nous permettre d'approcher le pas de temps, le grain temporel du processus cinétique, et ça c'est extrêmement intéressant pour enrichir la modélisation. Mais surtout, ces deux types de mesures in situ, basse fréquence et haute fréquence, elles sont réalisées dans le lac et en profil vertical. Ça veut dire qu'on va aussi avoir une amélioration immédiate, un gain immédiat pour la modélisation, puisqu'elle va rapidement pouvoir progresser et prendre en compte la stratification verticale. Le fait de pouvoir mener de front à la fois des mesures haute fréquence sur un nombre de paramètres réduit, et puis des mesures plus classiques, mensuelles, bimensuelles, sur beaucoup plus de paramètres physico-chimiques, ça nous permet d'avoir une boucle où on va pouvoir, à partir des quelques paramètres étudiés à haute fréquence, identifier des proxys dans les variables que l'on mesure à basse fréquence, et aussi pouvoir avoir une boucle de contrôle pour voir s'il n'y a pas de dérive sur les paramètres qu'on va analyser à haute fréquence. La seconde chose qu'on a portée dans le projet Komodo, c'est un nouveau type d'observable, en plus des mesures physico-chimie in situ, et ce sont les images satellitaires, avec cette idée de dire qu'on pouvait, au travers de la couleur des eaux de surface, approcher la nature et la concentration des composés dans la colonne d'eau. C'est un champ de la télédétection qui commence à se développer, je dirais, depuis les années 2018-2020, et ça implique forcément de devoir mettre en lien ces couleurs des eaux avec des séries temporelles et des niveaux de concentration tels qu'on va pouvoir les mesurer à haute et à basse fréquence. Donc une synergie entre la mesure de télédétection et toute cette bancarisation qu'on va faire in situ dans les lacs. Toute l'idée ensuite, en exploitant ces couleurs de l'eau, c'est pouvoir travailler sur l'intégralité de la surface du lac, télédétectée, et donc de pouvoir intégrer l'hétérogénéité spatiale en surface, donc une intégration spatiale, mais aussi une intégration temporelle, puisque les images satellites qu'on va exploiter ont une profondeur temporelle de plus d'une dizaine d'années. Ça veut dire qu'on va aussi pouvoir reconstruire beaucoup plus d'observables à la surface du lac Marne. Alors concrètement, comment est-ce qu'on a pu mettre ça en place ? On commence par la partie mesure in situ physico-chimie, avec en premier lieu des capteurs haute fréquence à 4 niveaux de profondeur qui vont enregistrer la température, la conductivité, le pH et l'oxygène. Donc comme je vous le mentionnais brièvement, certaines variables mesurées telles que la conductivité sont des proxys vers d'autres paramètres physico-chimiques, typiquement l'alcalinité, tout comme par exemple l'oxygène va nous informer sur le métabolisme du lac.
On peut aussi reconstruire indirectement d'autres variables, comme par exemple la P de CO2 ou le carbone inorganique à partir de la température, de l'alcalinité et du pH. On complète ces mesures de fréquence avec des profils verticaux à bien plus faible fréquence temporelle, mensuelle ou bimensuelle. Tout d'abord sur les 4 mêmes variables, afin de pouvoir effectuer un contrôle, température, conductivité, pH et oxygène. Et on y associe des prélèvements avec des profils et différents prélèvements en profondeur, et en laboratoire, des analyses pour l'alcalinité, les ions majeurs, les formes de l'azote, du phosphore, de la silice, la chlorophylle, les matières en suspension, et enfin les gaz dissous. Voilà ce qui concernait la physico-chimie. Alors, toutes ces données, en complément des suivis opérationnels opérés par Seine Grand Lac sur le lac de Marne, sont bancarisées et vont constituer une base de connaissances extrêmement importante pour la suite, puisqu'en effet, la suite, c'est de pouvoir approcher les couleurs des eaux. La couleur des eaux, on va travailler aussi avec différents moyens. Tout d'abord avec des mesures de réflectance in situ, c'est-à-dire qu'on va utiliser des radiomètres de terrain hyperspectraux qui vont approcher la couleur des eaux en bypassant toute perturbation atmosphérique. Donc c'est le petit dessin que vous voyez sur le schéma. L'idée est ensuite de pouvoir, donc on va mesurer ce qu'on appelle une réflexion, et de mettre en lien cette réflexion et ces différentes propriétés optiques de l'eau avec les concentrations qu'on aura pu mesurer à haute et à basse fréquence, et de pouvoir construire une relation empirique, un modèle d'inversion qui va nous permettre, à partir d'une certaine réponse spectrale, à partir de différents niveaux de réflectance pour différents composés, de remonter à leur concentration dans la colonne d'eau. On pourra ensuite utiliser ce modèle d'inversion pour exploiter en routine des données comme Sentinel-2, qui sont résolues à 10 mètres, avec une revisite tous les 5 jours, et qui vont nous permettre, sur base de ce modèle d'inversion, d'avoir une cartographie à cette même fréquence, modulo la présence de nuages, une cartographie de la qualité des eaux sur les paramètres qu'on aura réussi à inverser. En termes de résultats préliminaires, donc c'est une action qu'on a lancée en phase 9, avec un tout petit peu de logistique, parce que c'est quand même des mesures qui sont assez nouvelles dans nos équipes. On a pu mener 7 campagnes de terrain entre mai et octobre, sur une station située ici. Est-ce que j'ai une souris ? Ouais, au sud du lac du Der. On voit ici la trace GPS du bateau qui nous a été mis à disposition par Seine Grand Lac pour pouvoir aller prélever ce point dans le lac, et non pas à partir du bord du lac. Ça aurait posé pas mal de problèmes d'un point de vue de la réflectance. Et on a ici, juste pour information, la même trace reportée sur un fond Sentinel-2 pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du grain spatial de ces mesures satellitaires. Alors, en termes de résultats, je vais essayer d'être succinct mais pas trop rapide pour que vous ayez le temps de comprendre ces figures qui ne sont pas forcément toutes évidentes à prendre en main. Vous avez sur votre gauche les mesures effectuées en continu, ici sur la période juillet-août, avec des gradients de couleur, ici pour la température et pour la saturation en oxygène. Donc c'est les mesures haute fréquence. Vous avez sur votre droite ces mêmes paramètres, mais ici mesurés de façon plus classique, à basse fréquence, au cours des 7 campagnes de mesure qu'on a pu mener. Alors, ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est qu'on a des gradients journaliers qui apparaissent avec la mesure de fréquence, qu'on a une stratification qui est beaucoup plus marquée en oxygène qu'en température, avec un fort gradient d'oxygène entre 6 et 8 mètres, que cette sursaturation dans les parties supérieures du lac indique une production primaire dans le métallimnion, et à l'inverse, ces sous-saturations, voire ces inoxies en profondeur, sont le témoin d'une minéralisation, d'une activité de dégradation hétérotrophe au fond, qui vont consommer pas mal d'oxygène. On a une confirmation de ces processus, si on regarde, où est ma souris, les profils de CO2, parce que ces mêmes activités de production primaire et de minéralisation vont, pour la photosynthèse, consommer du CO2 en surface, et on voit qu'on arrive à des niveaux de sous-saturation en CO2, et à l'inverse, les métabolismes hétérotrophes au fond du réservoir vont produire du CO2 dans les parties les plus profondes. Donc si on résume, on remet ici le pH, parce qu'on sait qu'aussi ces métabolismes ont des impacts sur le pH comme sur le CO2. On a sur le métallimnion, la couche la moins profonde, une diminution du CO2 et une augmentation du pH en lien avec l'installation de la production primaire, et une respiration organotrophe qui se met en place dans les parties plus profondes, qui va venir augmenter le CO2 et diminuer le pH.
Je vous ajoute la quatrième variable qui est mesurée de façon continue, haute fréquence, sur le point de référence, qui est ici la conductivité à 25 degrés, qui va être un proxy pour approcher l'alcalinité. Je vous ai mis à droite les profils de conductie et d'alcalinité. Donc on peut réfléchir à partir de cette mesure haute fréquence en termes d'alcalinité. Et il faut savoir que la production primaire seule ne pourrait pas expliquer cette diminution de l'alcalinité dans les parties superficielles du lac. Ce qu'on suspecte de se mettre en place, et c'est par ailleurs confirmé avec l'analyse des profils de calcium, c'est que cette production primaire, elle va induire des phénomènes de précipitation de calcite qui vont se mettre en place à des niveaux de pH assez élevés et vont venir consommer de l'alcalinité, donc consommer des bicarbonates et consommer du calcium pour précipiter de la calcite. Et donc c'est ce qui fait tomber l'alcalinité dans les parties supérieures du lac. A l'inverse, on a une reprise de conductie et donc potentiellement d'alcalinité sur les parties plus profondes du lac qui laisserait penser à une redissolution de la calcite. En ce qui concerne, il me reste plus beaucoup de temps, les résultats sur la télédétection, les résultats sont un peu moins avancés. Il y a toute une chaîne de pré-traitement qui doit être mise en place. Notamment, on a besoin de mobiliser des chaînes de traitement qui nous sont fournies par une collaboration avec le JET à Toulouse, les chaînes de traitement Obstuco, qui vont nous permettre de corriger les perturbations atmosphériques en intégrant notamment des informations sur les aérosols aux dates d'acquisition, qui vont nous permettre aussi par des méthodes de détection automatique de pouvoir extraire uniquement la surface en eau du lac. Ça peut paraître trivial, mais sur des surfaces en eau avec une battance importante, avec les remplissages et les vidanges, plus les nuages, c'est pas si simple que ça. Et on est en train d'essayer de construire des modèles d'inversion robustes pour des paramètres tels que la chlorophylle A, les matières en suspension et également la calcite. On va voir si c'est possible de pouvoir inverser quelque chose là-dessus, sur base empiriquement de toutes les réflexences qu'on peut avoir par Sentinelle-2 le jour où on fait de la mesure, mais en plus de façon plus déterministe avec nos mesures de réflectance in situ avec nos radiomètres. Voilà, donc ces mesures de réflectance in situ, ça a été un dispositif qu'il a fallu prendre en main et il a fallu s'accommoder aussi des paramètres météo. Voilà, les mesures in situ doivent s'accommoder du fait que le jour où on vient faire une mesure sur le lac, même si on a mis 3 heures pour y aller, il y a peut-être des nuages. Merci, je m'arrête. Et les réflectances, il faut savoir qu'elles changent au cours du temps et en fonction des conditions météo. Et je vous remercie. Merci Vincent pour cette présentation. Est-ce qu'on a une question? Là-haut, ok. Je ne sais pas si je monte. Ok. Merci Vincent pour ta présentation. Laurence Milot du laboratoire Métis. Je voulais savoir si tu as un lien direct entre couleur et turbidité. Et également si tu as des infos sur l'abattement par rapport au rayonnement UV sur le lac. L'abattement au niveau de tout ce qui peut être flore microbiologique ou choses comme ça. Alors, il y a 2 questions. Sur la première, pour ce qui concerne la turbidité, il faut savoir que des relations empiriques qui vont relier des propriétés optiques à des concentrations pour un paramètre physico-chimique tel que la turbidité, il y en existe plein. Et les communautés marines utilisent ça depuis très longtemps. Tout l'objectif de transposer ces recherches sur les surfaces continentales, c'est de reconstruire finalement des relations empiriques pour différents types d'eau. Et c'est donc tout ce travail qu'on est en train de faire. Donc c'est une recherche qui s'enrichit de plus en plus pour que ces relations, je pense qu'on peut très rapidement sortir des cartes de turbidité de chlorophylle A en prenant les quelques publis. Je pense qu'il y a une dizaine de relations qui ont été posées. L'idée, c'est de savoir si elles fonctionnent vraiment et de construire des modèles d'inversion plus robustes et donc revoir ces formulations qui relient concentration à propriété optique pour des eaux douces, parce que c'est pas... Voilà. Donc ça, c'était pour la turbidité. Et en ce qui concerne le rayonnement UV, là, on va être sur des gammes de détection passive optique. En gros, on est sur le visible jusqu'à l'infrarouge. Paul me corrigera si je me trompe, mais donc on ne va pas aller chercher l'information sur le rayonnement UV avec les capteurs qu'on utilise. Oui, notre question, Laurent Moulin, hop là. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Petite question, puisque finalement le chlorophylla, enfin en tout cas pour les gens qui utilisent ce paramètre pour la baignade ou la production d'eau potable, c'est déjà un proxy d'une donnée qui est ce qu'il y a des algues, des cyanobactéries qui se multiplient. Est-ce que vous avez accès ou vous avez essayé de regarder si vous pouviez récupérer les données? Alors, je crois qu'il y a de la baignade sur le lac de Der. Est-ce qu'il y a donc il doit y avoir des surveillances ARS et avec des données un peu précises d'algues? Est-ce que vous avez essayé de les récupérer, de les mettre au regard de vos données un peu? Il y a deux choses. Il y a effectivement, il mesure la production primaire au travers de la chlorophylle. Pour les cyanobactéries, ils font des mesures et des comptages. En tout cas, ils les faisaient sur les années précédentes. Donc, on a accès à une information assez détaillée. Nous, on ne les fait pas. Il faut savoir, je ne l'ai pas marqué ici, qu'on a aussi des modèles d'inversion pour la phycocyanine. Donc, il pourrait aussi être utilisé plus spécifiquement sur les cyanobactéries. Mais là encore, il y a quelque chose qu'il faut bien, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, c'est pas parce qu'on va observer un niveau de production primaire dans un lac que la production primaire, c'est limité à ça. On sait que le grazing, et donc la consommation du phyto par le zoo, est extrêmement importante dans ces milieux, et finalement, on va observer ce qui reste. Et donc c'est là où le fait d'avoir une approche couplée observation-modélisation vont nous permettre d'avoir des éléments bien plus élaborés sur ce qu'a été réellement la production primaire dans ces objets. Pas juste ce qui reste de visible, mais ce qui s'est vraiment développé et qui éventuellement a consommé du CO2, fait bouger le pH, etc. Une autre question, sinon vous pourrez retrouver Vincent en fin de session, si jamais vous avez des questions complémentaires qui vous viennent en tête au fur et à mesure des présentations. Merci Vincent, je pense que nous pouvons passer à la suite. Et nous avons donc une présentation qui suit sur la caractérisation des groupements fonctionnels complexant les métaux de la matière organique par spectroscopie d'absorption et de fluorescence dans l'UV vis. Voilà. On se rend bien compte que les titres courts, c'est toujours pas un concept au Pyrensen, mais ma foi, nous sommes tous habitués. Désolé, voilà. C'est explicite. C'est tout à fait explicite. Vraiment, on voit de quoi ça va parler. Allez-y, c'est à vous. Bonjour, enchanté, Rémi Marsac, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais vous présenter finalement ce qu'on va proposer de faire dans le cadre du Pyrensen avec Charlotte Catrouillet. Donc c'est notre première participation à ces projets. On est arrivés tous les deux à peu près au même moment à l'Institut de physique du Globe de Paris, donc Charlotte en tant que maître de conférence et moi en tant que chargé CNRS suite à une mutation. Alors, on sait que la matière organique, elle est au cœur du cycle biogéochimique de tout un tas d'éléments. Hein. Forcément, elle est constituée de carbone, on va avoir du phosphore et de l'azote qui vont être impactés par le cycle du carbone. Mais cette matière organique, elle va interagir avec tout un tas de contaminants, des contaminants organiques, mais aussi inorganiques, pouvoir faire des liaisons et des complexes avec tout un tas de métaux comme le cadmium, le plomb, le cuivre, l'uranium, hein, c'est que des exemples. Et finalement, donc c'est là où on fait un lien entre le cycle de la matière organique et les contaminants via cette interaction. Finalement, la mesure des concentrations totales en polluants, ce n'est pas une information qui est suffisante pour comprendre leur comportement et leur devenir dans l'environnement. Il nous faut des informations sur les formes chimiques qu'ils vont pouvoir prendre, c'est-à-dire leur spéciation, qui va contrôler leur biodisponibilité, leur toxicité évidemment, et leur transport dans l'environnement. Alors du coup, cette matière organique, elle est extrêmement hétérogène. Hein. Je vous ai mis un petit schéma, c'est plus une illustration qu'une représentation réelle de ce que c'est que la matière organique. Donc elle est extrêmement hétérogène, très difficile à caractériser. On va avoir des molécules de différentes tailles, hein, de faibles poids moléculaires à des grosses macromolécules, voire des assemblages supramoléculaires, donc des amas de molécules d'assez grande taille. Et donc la composition et la réactivité de cette matière organique va dépendre très fortement de son origine. Alors on a une multitude de techniques de caractérisation de la matière organique. Hein. On peut l'étudier d'un point de vue de sa composition élémentaire, évidemment, mais aussi isotopique, ça apporte tout un tas d'informations. On peut étudier sa structure, donc typiquement faire des séparations selon la taille des molécules, ou on peut aller étudier sa structure moléculaire avec des spectros de masse plus ou moins élaborés. Mais finalement, toutes ces informations, ça nous en renseigne assez peu sur la réactivité de la matière organique vis-à-vis des minéraux,
ou des cations métalliques. Donc quand je parle de minéraux, je parle de formation par exemple de complexes organominéraux, argilo-humiques dans certains cas, et puis les complexes avec les métaux qui vont donc affecter le transport et la biodisponibilité de ces métaux. Alors si on regarde à l'échelle moléculaire, ce qui se passe, ce qui va régir ces interactions, c'est finalement certains groupements fonctionnels de la matière organique, principalement des groupements carboxyliques et phénoliques, mais également des groupements un peu mineurs, comme les thiols, mais qui vont jouer un rôle important sur certains métaux, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et donc c'est ces groupements fonctionnels spécifiques de la matière organique qui vont contrôler ces interactions. Donc ce qu'on propose de manière sur une thématique un peu plus large, c'est de mieux comprendre et prédire le comportement et le devenir de contaminants métalliques. Notre hypothèse, c'est que ça nécessite une meilleure caractérisation et une quantification des groupements réactifs de la matière organique vis-à-vis de ces éléments. Et donc dans le cadre du PIRINSEN, plus spécifiquement, on va essayer de développer ou adapter de nouveaux protocoles pour doser spécifiquement les groupements carboxyliques, phénoliques et thiols de la matière organique sur des échantillons de terrain. Donc c'est une présentation qui va être en deux parties. On va commencer par du vieux, puis on va faire du neuf. Donc la première partie, ça va être sur le dosage des groupements carboxyliques et phénoliques. Donc je vais vouloir appliquer moi, ce que j'ai pu développer dans le cadre de mon ANR jeune chercheur, qui s'est terminé en 2022, qui a suivi une collaboration avec une entreprise dans le cadre du plan France Relance. Donc c'est des projets ANR un peu spécifiques à cette époque-là. Donc on a développé des méthodes au laboratoire pour caractériser et quantifier ces groupements. Donc là l'idée, ça va être d'aller vers le terrain pour pouvoir essayer d'appliquer ces approches. Et une deuxième partie, le dosage des groupements thiols. Donc ça va être se faire en parallèle de l'ANR jeune chercheur de Charlotte, qui va commencer très bientôt. Donc essayer de développer de nouvelles méthodologies pour réussir à doser ces groupements très importants. Donc les groupements carboxyliques et phénoliques, c'est des groupements assez abondants dans la matière organique. On est de l'ordre de la millimole par gramme de carbone. C'est des groupements qui sont acido-basiques, donc ils peuvent se protoner, se déprotoner, c'est-à-dire qu'ils peuvent interagir avec des H+. Donc typiquement, pour les quantifier, pour des groupements acido-basiques, on pense tout de suite à des titrages acide-base, donc des méthodes potentiométriques avec une électrode pH. Mais ça, c'est assez difficile finalement réalisé. Ça nécessite de préconcentrer les échantillons pour avoir des concentrations en MO de l'ordre de 500 mg par litre. Donc on est très loin des conditions de terrain, c'est vraiment plus sur des échantillons purifiés et concentrés. Donc pas forcément facilement applicable. Et ce que j'avais réalisé comme travaux, ça s'inspirait de techniques basées sur la spectrophotométrie UV-Vis qui permettent de caractériser des phénomènes dans la matière organique pour des concentrations de l'ordre du milligramme par litre, donc tout à fait adapté au terrain. Alors le principe de ces titrages, ça va être de mesurer des spectres d'absorbance dans le UV-Vis en fonction de la longueur d'onde, donc à différentes valeurs de pH. Donc on commence par acidifier l'échantillon, mesurer un spectre d'absorption. Puis, on va aller rajouter de la soude petit à petit, mesurer le pH, et à chaque ajout de soude et à chaque variation de pH, on va enregistrer un spectre. Et donc, l'étude de la variation de l'absorbance en fonction du pH va nous permettre d'avoir un certain nombre d'informations. Donc, on a pu démontrer, wow, il y a plein de choses décalées là, désolé, j'aurais dû faire un PDF. On peut démontrer finalement que cette variation de l'absorbance elle peut être décrite par une combinaison linéaire de trois termes. Donc un terme qui ne varie pas en fonction du pH, qui correspond au groupement aromatique de la matière organique qui n'ont pas de propriété acido-basique, donc aucun effet du pH. C'est un peu ce qu'on voit en gris sous les courbes, ici. Puis un terme qui correspond au groupement carboxylique de la matière organique, et un autre terme qui dépend des groupements phénoliques. J'en ai perdu à bout, ah non, ça a été décalé sur la ligne du dessous. Donc, en déconvoluant, en appliquant un algorithme pour déconvoluer ce signal, finalement, on peut récupérer les fractions protonées des groupements carboxyliques et phénoliques, et à partir de ces données, donc c'est ce que j'ai tracé ici sur le graphique, en fonction du pH, avec une petite équation que les chimistes connaissent bien, pH égale pKa plus log des concentrations des formes basiques et acides, qu'on retrouve graphiquement ici. On peut déterminer les constantes d'acidité de ces groupements, ce qui nous renseigne légèrement sur la capacité de ces groupements à complexer les métaux. Un groupement qui interagit avec des H+, réagit avec les cations, il y a des relations linéaires là-dessus.
Ensuite, on a pu démontrer, donc ça c'était dans le cadre de la thèse de Marawi-Tesfa, dans le projet ANR C-Factor, que le signal qu'on récupérait en UV visible, donc l'absorbance, en choisissant judicieusement une longueur d'onde, je vous passe un petit peu les détails, était corrélé aux concentrations en carboxylique et phénolique qu'on pouvait déterminer par potentiométrie. Donc on avait fait ça sur des standards d'acide humique pour démontrer ce type de relation. Donc là, on va pouvoir quantifier, c'est un bien grand mot, mais on va pouvoir au moins estimer à une vingtaine de pourcents d'erreur les concentrations de ces groupements. Et pour automatiser ces titrages, c'est un travail qui est assez fastidieux. On va passer quelques heures devant la machine à incrémenter, à faire des petits ajouts de base et faire les mesures d'UV visible. Donc ça a tendance à user les utilisateurs. Et bon, pour le bien-être des étudiants, on évite de leur en faire trop. J'ai fait une collaboration avec une entreprise pour développer un outil automatisé, donc qui consiste en un système de burette, en fait, un titreur automatique, qui va faire des ajouts d'acide ou de base dans un réacteur où on va avoir notre échantillon, une cellule à circulation, donc qui va nous permettre d'injecter l'échantillon dans une cellule qui va pouvoir nous permettre de faire des mesures en UV-vis grâce à un système de lampes couplé à une fibre optique, et puis ici un petit spectro de masse, donc étaient des outils qui étaient utilisés par l'entreprise avec laquelle j'avais pu collaborer. Donc un système automatisé qui va nous permettre de faire assez facilement des mesures, contrairement à ce qu'on avait pu faire dans le cadre de mon projet ANR où c'était assez compliqué. Donc voilà, donc l'objectif, la première partie, ce que je propose, c'est d'appliquer cette méthodologie pour avoir plus d'informations sur la qualité de la matière organique avec ces outils déjà développés. La deuxième partie, donc, ça va être d'aller caractériser des groupements thiols, ce qui est beaucoup plus compliqué, hein, c'est des groupements qui sont présents entre la micromole et la millimole par gramme de carbone, donc beaucoup plus faible concentration, mais pourtant qui sont essentiels à étudier parce que finalement c'est des groupements fonctionnels qui vont être extrêmement réactifs vis-à-vis de certains métaux parmi les plus toxiques. Donc par exemple le cadmium, le mercure, aussi certains métalloïdes, l'arsenic sous sa forme la plus toxique, l'arsenic 3 va interagir fortement avec les thiols, donc c'est assez important de connaître les concentrations de ces groupements qui sont souvent négligés dans les modèles de spéciation géochimique. Et donc typiquement pour quantifier ces groupements, ce qui est utilisé souvent en biologie pour doser des cystéines, des métallothionéines, c'est l'utilisation de sondes fluorescentes comme le QBBR. Je vous passe le nom complet de cette molécule. Donc c'est une molécule fluorescente qui peut réagir avec des groupements thiolés et une fois qu'elle a interagi cette molécule avec des thiols, elle a une fluorescence qui est beaucoup plus importante. Donc, typiquement, ce qu'on fait expérimentalement, on va faire un titrage, donc on va mesurer l'intensité de fluorescence en fonction de la concentration de cette molécule. Donc on va obtenir une droite avec une faible pente lorsque cette molécule est en l'absence de thiols. Mais en présence de thiols, on va avoir une pente beaucoup plus forte. Et quand tous les thiols ont réagi, finalement, on retrouve une pente similaire à ce qu'on avait en l'absence de thiols. Donc voilà le principe du titrage, avec la recherche de l'intersection entre ces deux pentes. Alors, il y a certaines limites à ces méthodes, et c'est là où Charlotte va intervenir pour essayer d'améliorer cette méthodologie et pouvoir obtenir des données de terrain. Première source de limite, ça peut être l'incompatibilité avec la fluorescence de matière organique. Alors ici, je vous présente un spectre, une matrice d'excitation émission en fluorescence d'une matière organique, c'est une substance humique. C'est peut-être un peu exagéré pour cet exemple, mais ça illustre assez bien. On voit que le QBBR, en fait, sa fluorescence va correspondre à une gamme où on a beaucoup de fluorescence de la matière organique, donc potentiellement, ça va être difficilement applicable sur des échantillons de terrain. Et puis l'autre source de limitation, c'est la détermination de l'intersection entre deux droites, qui est quand même mathématiquement assez hasardeuse, alors qu'il va peut-être bien marcher dans des conditions de laboratoire ou d'analyse biologique, où on va avoir des concentrations importantes, mais si on n'a pas des données avec peu d'incertitude, finalement c'est assez difficile d'obtenir ces résultats. Donc, en piste d'amélioration envisagée, ça peut être de choisir d'autres sondes fluorescentes, vous l'aurez compris rapidement. Donc ici, il y a des molécules
classiquement utilisées. Il y en a une qui est complètement en dehors de la gamme de fluorescence de la matière organique, le NPM. Donc on a déjà fait quelques tests préliminaires et ça a l'air d'être assez intéressant, au moins sur des molécules simples. Il faut qu'on teste sur la matière organique et sur les échantillons de terrain. Et puis une autre piste d'amélioration, c'est finalement qu'on s'intéresse à la réaction du QBBR avec un thiol. Un autre produit de la réaction, c'est du HBr. Donc peut-être qu'en dosant les bromures par électrode sélective, on pourra avoir des résultats aussi intéressants. Donc en perspective, pour replacer ça un peu dans le contexte de nos thématiques, donc l'idée c'est de faire le lien entre la qualité de la matière organique et la spéciation des métaux, parce qu'en fait les modèles actuels de spéciation géochimique qui considèrent les interactions entre la matière organique et les métaux utilisent souvent des paramètres moyens, des paramètres qui ont été génériques en fait pour quelle que soit la matière organique. Souvent ils négligent les thiols également. Et donc nous avec ces jeux de données supplémentaires, donc c'est-à-dire les concentrations de ces groupements fonctionnels, leur constante d'acidité qui nous renseignent sur leur réactivité, eh bien on pourra avoir des données d'entrée assez inédites pour les modèles de complexation entre métaux et matière organique, afin de prédire de manière plus précise la spéciation des métaux dans l'environnement et l'effet des matières organiques. Donc voilà. J'ai fini ma présentation. Je souhaitais vous remercier pour votre attention et puis merci à toutes et à tous pour cette opportunité de nouvelle collaboration puisque c'est la première fois qu'on participe aux actions du Pirensen. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'on a quelques questions en direct en réaction à cette présentation? Hop. Droite, gauche, c'est bon. C'était très clair. Ah, alors là, comité de bassin. Malgré le titre. Malgré le titre, effectivement. Merci beaucoup. Et pareil, si vous pensez à quelque chose, ne vous inquiétez pas, vous pourrez poser des questions en fin de session. Merci. Nous allons donc passer à la présentation suivante, qui est donc consacrée à source et devenir du CO2 dans un continuum sol, aquifère, rivière, atmosphère. Dans le bassin de l'Orgeval, c'est Josette Garnier. Titre un peu plus court, ça va, on s'améliore. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, j'ai fait un titre très court. Oui, voilà. C'est plus court en tout cas. Bon, donc, source et devenir du CO2 dans le bassin de l'Orgeval, ça serait un peu plus court, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est l'aspect continuum sol, aquifère, rivière. Et atmosphère même. Et oui, enfin bon, j'ai dû zapper un truc là-dedans. Voilà. Alors, avec des questions suivantes. Donc, comment circule le carbone dans ce continuum? Quels sont les processus qui sont impliqués? Les formes dominantes? Bon, sans doute un petit peu, mais encore faut-il les quantifier. Et puis, quelle quantité de CO2 peut être émise dans une tête de bassin. Et ça, c'est quand même des données qu'on a assez rarement à l'échelle à une plus grande échelle dans la littérature d'une manière générale. Et puis après, enfin, je regarderai un petit peu ce que donnent les têtes de bassin en termes d'émissions de CO2 par rapport aux grandes rivières et aux réservoirs. Alors, ce travail, il a été fait surtout pendant la phase 8 du Pirène, en fait, mais synthétisé récemment, puisque l'article a été publié en 2025, et donc en anglais, dans la revue Géoderma, comme vous le voyez. Mais je vous rassure, ceux qui n'ont pas envie de regarder l'anglais, il y a quand même une partie, un chapitre du fascicule Pirène, donc le métabolisme des eaux dans le bassin de la Seine, que j'ai coordonné avec Nicolas Flippot, où il y a en grande partie ces résultats. Alors, du point de vue stratégie d'échantillonnage, donc moi j'avais fait installer des piézomètres dans deux pentes, dans l'Orgeval, dans le bassin de l'Orgeval, donc une pente du plateau jusqu'au cours d'eau dans le rue des Avenelles, ça c'était pour une thèse en 2007, et puis j'avais aussi installé en piézomètre une pente dans un autre rue dont je ne vous parlerai pas ici, mais les données sont assez similaires et cohérentes. Donc les deux pentes sont dans l'article, mais ici, pour simplifier, je ne vous parlerai que la pente des Avenelles, qui est le bassin le plus étudié dans le cadre du Pirensen.
Alors, cette étude est basée sur des prélèvements mensuels, donc de 2019 à 2023, ce qui fait environ 55 prélèvements. Et là-dessus, on a étudié donc les 3 gaz à effet de serre, donc le CO2, le N2O et le CH4, mais je vous parlerai ici que du CO2. Et en parallèle, bien sûr, pour comprendre le CO2, il faut mesurer l'alcalinité, le pH, la conductivité, les ions majeurs. Bon, on en a déjà parlé au début de cette session. Donc le bassin de l'Orgeval, tout le monde sait où il est, hein, dans le bassin de la Seine. Donc voilà, on ne le voit pas sur la carte, mais voilà, c'est à l'est de Paris, à 70 km environ. Alors, bon, pour calculer des bilans, il nous faut à la fois des concentrations en termes de qualité de l'eau, mais il nous faut aussi des flux d'eau. Et pour ça, on a utilisé le modèle HYPE qui permet d'effectuer une séparation des flux d'eau et calculer, bien sûr, les flux des éléments chimiques. Alors, c'est un modèle qui est basé assez classiquement sur la pluie et l'évapotranspiration. Et en séparant des couches, donc à la fois une couche superficielle, alors pour les avenelles, il s'agit des 10 premiers centimètres, ensuite une autre couche qui est de l'ordre de 80 cm à 1 mètre pour la couche de sol drainé, et une couche qui correspond au limon dans le cadre de ce bassin versant. Alors, ce qu'on voit sur cette figure, c'est qu'on a une bonne correspondance entre les eaux, les débits d'eau observés et simulés, et donc on peut calculer donc les débits de base, donc les débits des aquifères, et les débits de surface, de subsurface, que l'on a pris ici comme la somme des débits superficiels et des débits de drainage. Alors, au niveau des transformations des espèces chimiques le long de la pente, donc je vous montre ici donc les diagrammes du CO2, du pH, du calcium et de l'alcalinité. Et chaque petite boîte, là, box, concerne à la fois le piézomètre du plateau, un piézomètre de mi-pente et un piézomètre de bas de pente, et ainsi que la rivière, donc la rivière adjacente à cette pente. Alors, ce que l'on voit, c'est une nette diminution du CO2 le long de la pente, qui correspond à une augmentation de pH, logiquement, et aussi une augmentation de la calcite, du calcium, du carbonate de calcium, et en même temps, bien sûr, une augmentation de l'alcalinité. Alors, cette transformation le long de cette pente nous a permis d'identifier le piézomètre du haut comme une eau jeune, où il y a peu de transformation, donc qui sort un petit peu, enfin qui a juste transité de manière assez rapide dans les couches superficielles du sol, donc jusqu'aux eaux de drainage. Et puis le bas de pente, où là, on voit une transformation chimique plus importante, et on considère que là, ça correspond à de l'eau ancienne, donc, et ça correspond donc au débit de base de l'aquifère de Brie. Donc c'est une hypothèse qui est assez forte, mais qui nous est quasiment imposée par la chimie dans cette pente. Alors ça, c'est une autre manière de vous montrer la typologie des eaux. Donc on voit bien ici les paquets des paquets de données qui correspondent à certaines aux eaux à la fois des piézomètres hauts et bas. Donc là maintenant, à partir de maintenant, je laisserai tomber les piézomètres du milieu parce qu'on est dans une phase intermédiaire de la transformation chimique. Alors on voit bien que le CO2 il diminue en fonction de l'alcalinité et encore plus dans les eaux de bas de pente. Et quand on regarde la somme des
des carbonates de calcium et de magnésium auxquels on enlève les sulfates parce que bon, ils ne produisent pas d'alcalinité, on voit qu'effectivement, il y a une augmentation en fonction de l'alcalinité. Alors, à partir de ces données, on peut calculer les flux des éléments chimiques et on peut regarder ce qui se passe. Alors là, c'est en termes de différentes variables d'intérêt pour cette étude. Donc, la rivière a l'exutoire. Donc, la rivière à l'exutoire. Les débits... Enfin, les flux de subsurface et les flux de l'aquifère. Et quand on fait la somme des flux de subsurface et plus la somme de ceux des aquifères, eh bien, on voit qu'on retrouve en général les flux de la rivière, mais que quelquefois donc on a une conservation et qu'on montre bien l'équilibre entre les flux, puisqu'on a 2 eaux de surface en chaque bout de tableau, mais quelquefois, par exemple pour le DOC, on voit bien que le flux de la rivière est plus important que la somme des flux de subsurface et des flux des aquifères. Et là, dans ces cas-là, eh bien, on fait l'hypothèse qu'il y a des apports de DOC par les eaux de surface. Alors pour le CO2, bon, pour l'alcalinité, on voit la cohérence du bilan. On est à 32,0 dans un cas et 32,1 dans l'autre cas. Mais pour le CO2, eh bien, on voit bien que la somme des débits d'eau de subsurface et des eaux des aquifères est beaucoup plus élevée que ce qu'il y a dans la rivière. Et là, on a typiquement un dégazage rapide quand l'eau entre dans la rivière. Voilà, donc les ions on a une assez bonne cohérence d'un point de vue général. Alors, oui, voilà. Donc, les eaux de subsurface sont bien celles du débit rapide et les eaux des aquifères sont considérées comme des eaux assez lentes et anciennes. Voilà, et donc ça, j'aurais dû vous le montrer, j'aurais dû faire mon animation avant, puisqu'on illustre bien en bleu donc les deux eaux de la rivière, l'une sommée et l'autre directement mesurée. Alors j'en arrive au flux de carbone maintenant, donc plutôt à l'aval, donc ce qui se passe entre les aquifères et la rivière. Donc pour ce qui arrive en flux de CO2, on met en évidence le dégazage, puisque si vous regardez en haut le CO2, on a 36 kg de carbone par hectare et par an qui arrivent, et il en ressort que 2 dans la rivière. Et donc, par différence, on peut avoir le flux volatilisé, dégazé, et donc ce flux est égal à 34. Et par ailleurs, j'ai fait les calculs par une autre méthode complètement indépendante, avec des coefficients de réaération, etc., des équations qui sont connues dans la littérature, et on arrive effectivement, on confirme cette évasion donc obtenue par différence. Alors, pour ce qui concerne les bicarbonates, donc, on a de l'ordre de 89 kg de carbone par hectare et par an. Donc, on voit que c'est quand même une forme assez dominante. Et au niveau du DOC, on a une arrivée de 3 contre une sortie de 6. Donc, on suppose qu'effectivement, il y a eu un apport en carbone. Voilà, alors ce qu'on peut dire effectivement là-dessus, c'est qu'on a un DIC, un carbone inorganique dissous, qui est bien plus élevé que le carbone organique dissous. Alors maintenant, si on regarde d'où sortent ces carbonates, on calcule les carbonates, la dissolution du calcium et du magnésium.
Alors, on voit, à partir des flux de carbone plus les flux du magnésium moins les flux des sulfates, puisque eux ne produisent pas d'alcalinité, on obtient un flux de 53 kg d'azote par hectare et par an. Et donc, on voit qu'il manque quelque chose, parce que si on compare les 53 aux 89, ben, on a un défaut de bilan, je dirais, mais en fait, il faut chercher les sources d'acidité pour mieux comprendre cette dissolution des carbonates. Alors, les sources d'acidité, ben, ce sont, on pense au CO2 directement qui provient du sol et à la nitrification. Alors, la nitrification de l'ammonium, eh bien, la nitrification, c'est la transformation du NH4 en NO3 et qui produit 2 ions H+, donc 2 ions qui provoquent de l'acidité. Et avec ces 2 H+, eh bien, on peut former 2 bicarbonates. Donc, on peut en conclure avec le flux de nitrate qu'on a effectivement dans la rivière, on peut déterminer le flux d'acidité en provenance de la nitrification. Donc, quand on parle nitrification, c'est la nitrification qui est liée aux apports d'engrais, et qui sont essentiellement sous forme d'ammonitrate. Donc, on arrive à un flux de 27 kg de carbone par hectare et par an. Et si on considère donc, si on fait 27 moins 53, on arrive à 26 kilos de carbone par hectare et par an pour ce qui concerne la dissolution des carbonates. Et on sait que la dissolution des carbonates nécessite autant de CO2. Donc, on peut écrire que le flux de CO2 arrivant pour la dissolution des carbonates, eh bien, il est aussi de 26. Alors maintenant, je vous montre la représentation intégrée du flux de carbone dans des avenelles, en regardant un petit peu mieux ce qui se passe au niveau du CO2. Donc on peut calculer, on voit que déjà l'infiltration du CO2 en provenance de la pluie, c'est pas grand-chose. Et en faisant la somme des 26 et des 36, eh bien, on voit que le CO2 en provenance du sol, qui provient de la respiration du sol, eh bien, il est égal à 61 kg de carbone par hectare et par an, et ce qui est loin des émissions de carbone émises, puisque à partir d'une mesure qui est complètement indépendante également, qui est basée sur des chambres d'accumulation à la surface du sol, on voit que ce qui est émis vers l'atmosphère est de l'ordre de 4700, donc il y a un facteur au moins 20. Voilà, donc ce que je peux dire à l'issue de ce bilan, c'est qu'on a une acidité qui est liée à la nitrification qui est très importante. Voilà, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi importante, et puis que le flux de carbonate, qui est dissous grâce à l'acidité du CO2, eh bien, il est transformé en bicarbonate, qui est plus ou moins stocké, au moins temporairement. Alors, je voulais juste vous donner en comparaison les chiffres qui correspondent à la fois aux têtes de bassin, au réseau hydrographique et au réservoir. Et on voit que les têtes de bassin, eh bien, sont aussi importantes en termes d'émissions de N2O que, donc ça, il s'agit des ordres 1, 2, 3, aussi importantes que les ordres 4, 5, 6, 7 du bassin de la Seine, et que les émissions liées au réservoir, eh bien, sont beaucoup, beaucoup moins importantes. Voilà. Donc, je vous donne les estimations à la fois en kilotonnes de carbone et aussi en grammes de carbone par mètre carré par jour. Donc, on voit bien que de toute façon, les données sont cohérentes. Et donc, en conclusion, je vais vous laisser les lire. C'est le premier bilan intégré qu'on fait à l'échelle de ce petit bassin de l'Orgeval sur lequel on travaille depuis longtemps, et que finalement, cette étude, elle permet de
d'avoir les perspectives qui sont déjà en cours, je veux dire, dans le cadre de la phase 9, eh bien, avec les processus, je veux dire, qu'on peut mieux définir avec l'apport des isotopes, l'étude des zones ripariennes, déterminer l'importance de la précipitation de la calcite, on en a parlé, et puis surtout avec la haute fréquence qui est en place aussi, eh bien, établir des bilans à des échelles saisonnières et oui, et réparties beaucoup plus dans le temps. Voilà. Merci. Et merci beaucoup, Josette, pour cette présentation. Et je rappelle, comme tu l'as fait, mais je le redis, que le fascicule « Le métabolisme des rivières » est disponible sur le site du Pirensen gratuitement. Donc, n'hésitez pas à le télécharger en PDF. Ça complétera tout ce qui a été dit et bien au-delà. On va passer maintenant tout de suite aux questions. Du coup, j'ai vu qu'il y avait une main qui se levait ici. Donc, allez-y, madame. N'oubliez pas de vous présenter avant de prendre la parole, s'il vous plaît. Bonjour, Marie-Pierre Pinon de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Je me posais la question, est-ce que vous avez envisagé d'étudier l'impact des pratiques agricoles sur le bassin versant concerné? Est-ce que vous tenez compte aussi de la présence des milieux humides et de l'impact en fait des milieux humides? Ah ben, bon, voilà. Voilà, c'est en cours en fait, ce sont les zones ripariennes. Hein. Ah pardon, oui. Oui, bon, les pratiques agricoles, on les connaît quand même un peu dans le bassin de l'Orgeval, puisqu'il y a eu quand même plusieurs thèses sur l'agriculture et les émissions, je veux dire surtout la contamination nitrique, mais on a fait aussi les émissions de N2O dans l'atmosphère en même temps, donc ça, on connaît un peu. Je ne dis pas qu'on a tout fait, ça c'est sûr. Et les zones ripariennes, bon, bah, je pense qu'on peut étudier mieux l'impact sur oui, tous les processus, parce que bon, là, on les a en bas de pente, mais il y a moyen de faire des analyses beaucoup plus, enfin, des manips peut-être plus directes, quoi. Hein, parce que là, bon, en bas de pente, on a quand même des choses intéressantes. On voit par exemple qu'il y a de la dénitrification, si on regarde un peu les autres variables, mais bon, là, ce n'était pas l'objet de l'étude. Mais oui, il y a des choses qui sont faites, notamment avec les isotopes, qui permettent d'affiner un peu mieux les processus, quoi. D'accord. Et vous n'envisagez pas de le faire au milieu de parcelles agricoles, en fait, peut être en bas de pente, mais sur une partie soit boisée, soit agricole, en fait, pour faire des comparaisons, en fait, de ces flux, où ça n'a aucun intérêt? Ben, ça dépend ce qu'on cherche, hein, parce qu'on a fait... Oui, pardon. Il y a eu des études là-dedans, et c'est vrai que, par exemple, quand j'estime... par exemple, les flux de CO2 vers l'atmosphère, bon, ben, enfin, pas tellement les flux de CO2, mais pour le N2O et le CH4 que je suis en train de faire, eh bien, voilà, je prends en compte à l'échelle du bassin de l'Orgeval la proportion des forêts, des prairies et des zones agricoles où j'ai des données là-dessus, quoi. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a une autre question pour Josette Carnier? Non? Eh bien, très bien. Merci pour cette présentation. Et nous allons pouvoir passer à la présentation suivante. Alors, est-ce qu'on s'est amélioré sur la taille du titre? Caractérisation de l'évolution long terme des températures des eaux de surface dans le bassin de la Seine. Non, ça va. Alors, on est presque sur du standard. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Métayer et donc je vais présenter notre travail sur la caractérisation de l'évolution long terme des températures des eaux de surface dans le bassin de la Seine. Donc, pour commencer, pour rappel, pourquoi il est essentiel de s'intéresser à la température de l'eau? D'abord parce que c'est un déterminant clé des équilibres des écosystèmes aquatiques, mais aussi c'est un déterminant clé d'une grande diversité des usages de l'eau, qu'ils soient domestiques, industriels ou agricoles. Et avec ce schéma, on perçoit bien la grande diversité des usages de l'eau qui sont impactés par les températures et les interrelations entre ces usages de l'eau.
puisque de l'eau est nécessaire pour produire de l'énergie, pour refroidir les centrales nucléaires par exemple. De l'énergie est nécessaire pour traiter l'eau, pour la potabilisation de l'eau. De l'énergie est nécessaire aussi pour prélever de l'eau pour l'agriculture, pour l'irrigation. Donc il faut de l'énergie et de l'eau pour la production alimentaire. Donc en regardant ces usages, on comprend bien la nécessité mutuelle des secteurs de l'alimentation, de l'énergie et de l'eau, et donc la pertinence de ce concept de nexus. Donc tout ça permet de mettre en évidence le fait que la température de l'eau, c'est un paramètre clé pour les acteurs de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation, et donc que l'analyse des dynamiques temporelles de la température de l'eau, ça intègre un grand nombre de questions de développement de territoire. Mais pour analyser les dynamiques temporelles de la température de l'eau, il faut prendre en compte les facteurs qui influent sur cette température de l'eau. Et ils sont nombreux, comme les conditions météo, les caractéristiques du milieu, les activités agricoles, l'usage des sols. Et ces facteurs sont très variables. Donc ils sont variables dans le temps d'une part, en particulier depuis la révolution industrielle. En prenant l'exemple de la température de l'air, on le voit bien, puisqu'il a été montré que la température de l'air à la surface de la planète, elle augmente, elle a déjà augmenté de plus d'1 degré depuis 1850. Et cette augmentation des températures, elle continue, ces températures vont continuer à augmenter et différemment en fonction de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ce changement climatique impacte la température de l'eau, mais ces changements, cet impact diffère dans l'espace. Donc ces deux cartes permettent de l'appréhender à l'échelle du bassin de la Seine. Vous pouvez voir à gauche une carte de la distribution des températures moyennes estivales à l'échelle du bassin de la Seine, et à droite une carte de la distribution dans le bassin de la Seine de la température moyenne hivernale. Et donc on distingue bien la région parisienne, donc cette tache rouge chaude au milieu du bassin. Donc pour élaborer des stratégies de gestion de la ressource en eau adaptées à ces changements globaux, il faut comprendre l'impact et donc pour soutenir, pour concilier tous les usages de l'eau et en particulier en période de crise, il faut comprendre l'impact de ces changements globaux sur la température de l'eau. Et donc, il est nécessaire de caractériser les évolutions long terme de ces températures de l'eau, des eaux de surface, à l'échelle du bassin de la Seine. Donc, pour y parvenir, on propose une approche que je vais présenter maintenant. Donc, pour caractériser les évolutions long terme des températures des eaux de surface à l'échelle du bassin de la Seine, on a besoin de données, donc de données long terme, donc, mais aussi des données qui couvrent largement dans l'espace le bassin. Et ça, il faut le souligner, c'est assez rare à cette échelle-là d'avoir une base de données qui remplit ces conditions. Et donc nous, on a la chance de bénéficier de chroniques de données qui sont issues de plus de 80 stations qui proviennent de 16 contributeurs différents. Alors, parmi les chroniques disponibles, on en a qui sont très longues, qui s'étendent sur plusieurs dizaines d'années. Donc, sur ce graphique, vous pouvez voir deux exemples de chroniques de données longues. Donc, en vert, ce sont des mesures de température dans la Seine et en bleu, de température dans la Marne. Mais malheureusement, il y a une forte hétérogénéité de la couverture temporelle des stations, c'est-à-dire des périodes de mesure pour chaque station. Parce que comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a parfois juste quelques mois de mesure pour certaines stations, alors qu'effectivement, pour d'autres stations, on a plusieurs dizaines d'années de données. Donc, on a essayé de compléter les chroniques des données pour les stations qu'on a, pour les stations disponibles. Donc une façon de faire, c'est de s'appuyer sur d'autres chroniques de données de stations pour compléter une chronique de données d'une station. Et donc pour déterminer les chroniques de données pertinentes qu'on peut utiliser pour reconstituer les données d'une autre chronique, d'une autre station,
on a classé les stations sur la base de facteurs qui influent sur la température de l'eau. Donc les facteurs qu'on a choisis, c'est donc les conditions météo, la position dans l'espace des stations, les débits aux stations. Et donc là, ces cartes, ce sont des exemples. Donc on peut voir pour différents facteurs influents qui ont été pris en compte, la variabilité dans l'espace, donc pour chaque station. Donc à gauche, c'est la température moyenne estivale de l'air. Au milieu, c'est la position dans l'espace des stations. Et à droite, ce sont les débits d'étiage. Donc, avec cette classification, donc on a obtenu 4 classes de stations. Et pour vérifier la pertinence de cette classification, on a analysé la corrélation des chroniques de données dans chaque classe. Ces graphes présentent, ce sont des matrices de corrélation, donc ça présente la corrélation entre chaque chronique de données 2 à 2 dans chaque classe de station. Et donc plus la couleur est verte, plus la relation, plus les données sont corrélées, plus les stations, les mesures à chaque station sont corrélées. Et si c'est en rouge, les données ne sont pas corrélées. Donc là, on voit que les chroniques de données toutes les chroniques de données dans chaque classe sont très corrélées, puisqu'il y a du vert partout. Et donc, il y a une relation linéaire très forte entre les différentes chroniques dans chaque classe. Et donc, ça valide notre classification. Et donc, ça permet de faire des reconstitutions facilement en tirant parti de toutes les chroniques de données dans chaque classe pour reconstituer les données à chaque station. In fine, on peut obtenir un profil moyen, une chronique moyenne de température de l'eau pour chaque classe. Et donc, avec cette approche, on a réussi à reconstituer et avoir une longue chronique de données de température de l'eau dans les différentes zones du bassin versant qui étaient couvertes initialement par des stations de mesure. Mais donc, on peut aller encore plus loin pour compléter ces chroniques qui sont déjà longues en appliquant des modèles statistiques, ce qui n'était pas forcément possible de le faire sur toutes les zones du bassin versant avant, couvertes par des stations, parce que pour pouvoir appliquer ces modèles, il faut déjà de longues chroniques de données. Donc un modèle statistique peut effectivement être utilisé pour simuler les températures de l'eau de surface en prenant en entrée des facteurs influents sur cette température de l'eau, en ajustant ce modèle statistique sur des données mesurées. Donc nous, on a choisi un type de modèle statistique, un modèle LSTM, qui a été récemment reconnu dans la littérature comme très performant pour simuler des variables hydrologiques, et notamment pour simuler des dynamiques de température des eaux de surface. Et donc on a ajusté ce modèle LSTM sur les chroniques de données mesurées pour chaque classe, enfin, sur une partie des chroniques pour chaque classe, parce que la partie qui n'a pas été utilisée pour l'ajustement a été utilisée pour vérifier la performance du modèle, pour le tester. Et donc dans ce cas-là, ce qui a été utilisé pour tester le modèle, pour vérifier sa performance après ajustement, c'est la dernière année pour chaque chronique de données, pour chaque classe. Et donc les résultats, notre test a montré que ça a confirmé la performance et la pertinence de ces modèles-là pour simuler des dynamiques des températures des eaux de surface. Et donc, après avoir ajusté et validé ce modèle statistique, on peut l'utiliser pour faire des simulations et obtenir des dynamiques temporelles des températures de l'eau, des mesures passées, mais également se projeter en fonction des différents scénarios. Donc, s'il est possible de faire ça pour les températures des eaux de surface, il faudrait aussi le faire pour les températures des eaux souterraines. Parce qu'au même titre que les températures des eaux de surface, les températures du souterrain, c'est un paramètre clé pour les acteurs de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation. Et si le régime thermique des eaux de surface change, ça va impacter le régime thermique des températures des eaux souterraines. Et il a été montré par ailleurs que les conditions météo influent également sur les températures du souterrain. Ça a été montré notamment avec des mesures faites
en Autriche. C'est les graphiques qui sont affichés ici. Donc, il est nécessaire d'évaluer également l'impact des changements globaux sur les évolutions temporelles à l'échelle du bassin de la Seine, des températures des eaux souterraines. Et donc, pour ça, il faudrait une base de données dédiée à la température de l'eau souterraine et des usages qui sont liés, mais elle n'existe pas. Et pourtant, des mesures existent, même beaucoup de mesures existent potentiellement, puisqu'une diversité d'acteurs de l'eau, de l'énergie et de l'aménagement du territoire dispose de données de niveau piézométrique. Et lorsqu'il y a une mesure de niveau d'eau qui est faite dans un piézo, il y a une mesure de température qui est faite également. Donc il y a une vraie nécessité de bancariser toutes ces données. Donc c'est dans ce cadre qu'est né le projet aquathermique qui a été lancé. Donc son objectif, c'est de fédérer et de faire collaborer les acteurs de l'eau et de l'énergie, des acteurs opérationnels et des chercheurs autour d'un objectif commun, qui est de constituer une base de données et de comprendre les évolutions long terme des températures à l'échelle du bassin de la Seine. Donc cette collaboration vise effectivement à collecter les données, mais elle vise également à co-construire des métriques clés au regard des besoins des acteurs opérationnels, mais aussi de transférer des connaissances aux acteurs opérationnels et des outils au regard de leurs besoins. Donc là, le projet vient de commencer. Il se déroule sur 2 ans et il est marqué par un certain nombre d'étapes. Donc des entretiens pour identifier les besoins des acteurs et co-construire les métriques au regard des besoins, collecter les données bien sûr, analyser les données, cartographier les métriques qui auront été co-construites, transférer les connaissances et les outils au regard des besoins encore une fois. Donc si vous êtes intéressé par le projet, n'hésitez pas à venir nous voir. Et si vous voulez en savoir plus, il y aura une réunion d'information en janvier. Donc merci beaucoup pour votre attention. Merci pour cette présentation. Même question, même punition. Est-ce qu'il y a des questions en direct pour cette présentation en particulier? Ou alors c'était extrêmement bien expliqué. Non, il y a quand même une demande de précision. Merci beaucoup, c'était particulièrement clair. J'avais juste une petite question par rapport à la typologie. Si dans la typologie bleue, on avait enlevé la station la plus en aval, qui est quand même très soumise, qui est quand même une station de l'estuaire, très en sortie de l'estuaire, est-ce que la matrice de corrélation n'aurait pas été plus jolie ? Étonnamment, effectivement, la matrice est déjà super jolie. Là, si les blancs que vous voyez, ça veut dire qu'il n'y avait pas de données en commun entre les stations. Quand il y a une couleur, ça signifie qu'on a pu comparer les stations entre elles. Et puis là, on voit du vert partout. Mais on a la chance pour ça. J'avais interprété les trous par le fait qu'elle n'était pas jolie. Ah oui, mais non, si c'est rouge, c'est pas joli, mais il n'y a pas de rouge, effectivement. Mais en fait, c'est parce qu'il faut prendre en compte le fait que là, les stations qui ont été utilisées pour la classification, elles sont situées sur des grands axes fluviaux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine homogénéité et une ressemblance entre les stations. Oui, j'ai une question concernant l'objectif de cartographier. Là, on voit très bien que vous vous intéressez essentiellement aux axes des grands cours d'eau. Vous n'avez pas des tributaires comme l'Eure, l'Aube, le Loing, et encore moins des ordres 4 ou 3. Comment vous allez faire pour cartographier tout l'espace du bassin de la Seine ? Oui, effectivement, c'est une très bonne remarque parce qu'on aimerait pouvoir le faire. Et c'est pour ça que dans nos travaux, on essaie de communiquer beaucoup là-dessus en disant qu'on a besoin de données. Et effectivement, c'est un objectif à terme de pouvoir avoir même de cartographier et pouvoir, pourquoi pas, faire des interpolations spatiales si on a suffisamment de données pour avoir quelque chose de continu sur tout le bassin versant. Mais il nous manque effectivement des données. Et justement, on pourrait peut-être en avoir sur des affluents plus petits et pour pouvoir effectivement faire ces analyses-là sur des cours d'eau, sur d'autres cours d'eau. Mais pour l'instant, effectivement, c'est pas une caractérisation sur tout le bassin versant, mais à terme, on aimerait bien y arriver. Oui, merci. J'avais une question par rapport au Nicolas Flippot ici. Ah, ouais. Salut.
J'avais une question sur la carte que tu as montrée en début de présentation sur les températures à l'échelle du bassin hivernal, estival, voilà. C'était les températures de l'air, ça Oui, c'est température de l'air, pardon. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais effectivement, Ouais. c'est ça. Et donc, ce qui m'étonnait là-dedans, c'est que l'estuaire est plus chaud. Donc, la température de l'air dans l'estuaire est plus chaude en hiver qu'en été. Et je trouve ça un peu Alors non, les surprenant. échelles ne sont pas les mêmes. Ouais, effectivement. Ah, En mince. fait, l'échelle est coupée ici. Ok. Oui, non, pas du tout. Mais en fait, c'est. Ah, d'accord. Ouais, En fait, il c'est faut bien voir le relatif. Faut bien voir le relatif, mais effectivement, entre Nous les avons deux le cartes- retour ici. Ah, on a le retour ici, mais moi, je ne l'ai pas là-bas. Ah oui, non, mais effectivement, ça porte. Ouais, j'avais pas vu, mais effectivement, ça porte à confusion, tout à fait. Mais non, c'est pas le cas du tout. Là, c'est 6 degrés maximum à droite. Ah Et oui, c'est ok. 18 à gauche. Ah oui, effectivement. Ok, d'accord, merci. Ah oui, effectivement, vu d'ici, il n'y a pas du tout d'échelle. Mais je comprends la question du coup. Oui, William Thomas, DRIEAT. Je voulais répondre à Michel. En fait, on Merci. va avoir des données concernant les affluents. Je suis en relation avec le service hydrologique de la DRIEAT. Et comme vous le savez, la mesure du débit et de la hauteur d'eau nécessite la température de l'eau. Et donc, ils ont des stations de mesure de débit. Et on en a repéré 85. Bon, mais il faut trouver un financement pour aller au-delà des 10 stations qui existent actuellement. Et déjà actuellement, il y a forcément la Marne, le Grand Morin, il y a l'Essonne, il y a l'Yvette, le Loing. Et donc, il y a quelques affluents qui pourront nous rendre service. Mais il y en a d'autres en prévision. On a l'Orge, des choses comme ça. Il y a aussi la Fédération des pêches. En fait, j'ai juste discuté ce midi avec Marie et Petitvier. Donc, on va aussi avoir les données de la Fédération des pêches. Mais comme il vous a dit, le projet vient juste de commencer. Donc, on est en train de contacter les personnes. Et en fait, c'est toute personne intéressée ou a de données, même si elles ne sont pas traitées. Nous, en fait, on va développer des outils pour les traiter. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, moi et Guillaume, pour donner des données, en fait. On cherche justement, on est en train de collecter des données. C'est vrai. En fait, il existe un groupe national Thermi où justement on vise à compléter, enfin remplacer la plateforme Naiad. Et là, on va élargir un peu les producteurs de données. Bon, il est prévu que les stations hydrométriques, mais il y a VNF aussi qui est prévu. Là, je connais moins le nombre de stations, mais il y aura beaucoup de stations nouvelles. Mais bon, il faut qu'elle se mette en place et surtout avoir un petit financement qui n'est pas énorme, mais il faut le trouver, c'est tout. C'est des données journalières? Ah non, des données horaires en continu. Ah oui, continu, oui. À 10 minutes d'intervalle. Oui, effectivement, pour l'instant, c'est des journalières qu'on a analysées, mais certaines séries sont horaires. Ouais. Moi, je les ai sur horaire. Oui. Non, pas toutes. Mais elles sont pas toutes en pas de temps horaire. Il y en a des journalières qui sont que journalières. Ça dépend des producteurs de données, en fait. Oui, non, effectivement, pour l'instant, l'analyse qu'on a faite, bien vu, effectivement, c'était bien des séries journalières, mais on dispose également de séries horaires qu'on aimerait traiter par la suite. Voilà. Merci. Eh ben, écoute, tu peux rester ici, en l'occurrence, puisqu'on a un moment d'échange sur toute la session. Donc, du coup, je vais demander aux personnes qui sont venues présenter peut-être de revenir ici au pupitre et aux animateurs de la session, peut-être Edith Parlanti, Agnès Rivière, d'être présents aussi. L'idée de ce moment, c'est d'avoir des échanges peut-être un petit peu plus globaux sur les liens qu'il y a entre ces différentes études et ces différentes recherches. Peut-être voilà, le moment de vous placer, de poser quelques questions sur l'orientation de la phase, etc. autour de toutes ces questions. Hop. Donc allez-y, n'hésitez pas à poser des questions. C'est le moment. On a 20 minutes d'échange, justement, comme l'a dit Alexandre, assez global, mais aussi sur les questions, si vous voulez revenir sur des points spécifiques. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Je sais qu'il y a eu des appels qui ont été lancés sur les données. Donc, vous voyez qu'on respecte le thème du colloque. Si les gens veulent participer, veulent donner des données,
Oui, allez. Le monsieur Progrès. Merci. Aniciari Pirensen, ma question, c'est plus, elle s'adresse, on va dire, plus aux animateurs d'Axe, parce que comme François et Alexandre l'ont dit, on a eu des présentations qui sont sur des aspects assez variés, les paramètres biogéochimiques, la température. Et donc, je trouverais intéressant qu'on puisse avoir votre vision de mise en cohérence de ces différentes actions dans le cadre de l'axe 5, justement, de voir comment la vision que vous développez, comment vous articulez ces différentes actions entre elles et comment vous les articulez aussi avec les autres axes de la phase. Oui, c'est pour les animateurs d'Axe, effectivement, cette question. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore fait cette interface, mais en fait, le but, en tout cas, de ce que présentait Vincent et ce que va présenter Guillaume, la température et la couleur de l'eau et aussi les aspects biochimiques, ils sont très liés. Donc, à terme, au cours de la phase, on espère pouvoir faire le lien entre les mesures de température, les modélisations de la température et les flux biochimiques, mais ça ne sera pas dès cette année. Peut-être en complément aussi, on a dès le départ au sein de l'axe 5 un regroupement thématique avec un premier bloc, en tout cas au moins un deuxième bloc sur le carbone, où là naturellement les actions de ce bloc vont pouvoir peut-être mutualiser ou échanger des données, parce que les objets d'étude vont être les mêmes, en tout cas la nature des données vont être assez similaires. Et sur le premier bloc qui regroupe... sur le premier bloc qui regroupe, qui inclut l'action télédétection, le projet Komodo, on a par exemple une action qui est très similaire, qui est menée par Brigitte Vincent l'été au LESU, et qui porte sur des mesures de télédétection pour approcher le fonctionnement biogéochimique d'autres plans d'eau, notamment le lac de Créteil et un autre plan d'eau, je pense en Seine-et-Marne, vers sur Marne peut-être. Et donc il y a des synergies qui vont se faire autour des méthodes, autour des données et autour des connaissances qui sont produites naturellement au sein des blocs dans l'axe. Et pour l'interbloc, en fait, ce qu'on fait avec le projet Aquathermie, qui n'est pas un projet Pirensen, qui est un projet CPUR, mais en fait le but c'est de réutiliser les modèles du Pyrène, donc Kawax et Orchidée, pour faire des simulations des scénarios climatiques dans le futur. Mais ça sera fait qu'en année 2027, une fois qu'on aura collecté toutes les données, pour pouvoir l'utiliser pour nourrir le modèle physique. Et pour les autres liens qu'il va avoir, donc il y a aussi une action qui s'appelle Trasso, qui est sur le bassin de l'Orgeval, dans lequel je participe. Et donc, quand Josette parlait de la zone riparienne, donc dans la zone riparienne, il n'y a pas que les flux biochimiques. Donc, pour l'instant, ce qui se fait au niveau physique et biochimique, il n'y a pas eu de lien de fait sur l'Orgeval. Mais le but, c'est vraiment de créer des liens entre les modèles que l'on développe en physique et la biochimie sur l'Orgeval. Pour l'instant, le lien n'a pas été encore fait, mais il devrait être fait dans les prochaines années. Oui, je vais peut-être compléter pour les actions qui portent sur le carbone. Donc, par rapport à ce que dit Agnès, là, il y a l'action portée par Sophie Guillon qui fait le pendant de ce que tu as présenté de la phase précédente là, sur l'Orgeval, donc qui pourront être croisées avec toutes ces données. Et les actions là sur le carbone, en tout cas ce qu'a présenté Rémi, c'est quelque chose de nouveau qui va être fait dans l'action Saxo, qui va regarder les flux de carbone, donc de l'amont, le plus amont vers l'aval, au niveau des sous-bassins versants qui vont être étudiés. Donc ça, on a fait le choix de présenter ces nouvelles technologies qui vont être mises à profit pour compléter tout ce qui a pu déjà être fait dans les phases précédentes et qui va permettre d'avoir de nouveaux indicateurs qualitatifs de la matière organique. Pour l'instant, là, on n'a pas encore fait de campagne de prélèvement. Elles vont débuter, on espère, ce mois-ci et le mois prochain. Et ces actions vont être croisées après avec toutes les actions qui vont être menées dans les actions, je ne sais plus l'axe pour les contaminants. Elodie, c'est quel axe? 3, 4 4, voilà. Donc, en fait, on va faire des campagnes communes avec toutes les actions sur les contaminants pour justement, alors ce qu'a montré Rémi, ça va permettre d'aller un peu plus loin dans les processus d'interaction avec les métaux, mais aussi on pourra croiser avec tout ce qui va être fait sur les contaminants organiques pour ces actions carbone.
Je peux rajouter le fait que dans le cadre d'un PEPR fer carbone, il y a aussi tout un projet qui s'appelle Carbonium où il y a ces aspects de détermination des différentes composantes des flux de carbone, à la fois le carbone inorganique dissous particulaire, carbone organique dissous et particulaire et le CO2. Donc, je veux dire, c'est forcément à l'échelle nationale, donc à l'échelle des grands bassins. Et dans le cadre du Pyrénées, bon, il va y avoir, je veux dire, des projets ou des sous-projets qui vont être adossés à ce projet Carbonium, quoi. Alors moi, c'est une question pour Monsieur Marsac, en fait. D'ailleurs, c'est un peu sous le couvert de mon collègue de l'État des masses d'eau. Je ne sais pas, il doit être derrière moi. Quand on introduit les concentrations de métaux dans l'État, on les corrige d'un certain nombre de paramètres. On a un petit module qui s'appelle le Bioligand Model, en fait, et qui va extraire finalement la fraction biodisponible des métaux. Déjà, la question, c'est est-ce que vous le connaissez, ce truc-là? Et puis surtout, est-ce que vos travaux vont permettre éventuellement de le préciser, de l'améliorer? Est-ce que on peut espérer à la fin de la phase 9 et éventuellement une amélioration du Bioligand Model, en fait? J'espère, mais alors ça, c'est plutôt le travail de Charlotte Catrouillet, qui est ici, qui travaille effectivement sur ces aspects de lien entre la spéciation des contaminants, leur biodisponibilité et leur toxicité. Donc il y a d'autres travaux qui sont en cours, qui n'ont pas été présentés spécifiquement ici, mais Charlotte est porteuse d'un projet ANSES en collaboration avec le LIEC, pour essayer de développer des modèles un peu plus élaborés justement que ce BLM. Donc, l'idée, effectivement, dans le cadre du Pyrénées, on ne s'est pas penché sur les aspects d'écotox directement dans ce qu'on a proposé, mais plutôt juste sur l'amélioration de la spéciation. Et donc, typiquement, oui, mieux prendre en compte la spéciation, ça va permettre d'avoir des modules, si on veut, de spéciation géochimique pour améliorer le BLM, qui est un modèle qui est génial pour mieux préciser cette notion de biodisponibilité, mais quand on le regarde d'un point de vue d'un géochimiste, c'est relativement archaïque quand même. Donc il y a de grandes possibilités d'améliorer, tout en gardant des outils assez simples pour nos collègues biologistes qui n'ont pas forcément toutes les connaissances pointues et que ça ne les intéresse pas forcément pour ces études-là. Donc oui, tout à fait, ça peut servir dans ce cas-là. Oui, une petite, pas une question, mais une remarque pour rebondir sur votre réponse au questionnement d'Anis sur les relations entre ces travaux et le reste du programme. Je ne me permettrai pas de rentrer dans la dynamique de l'axe 5. Josette a commencé à le mentionner, effectivement, dans le PEPR Fer Carbone, on mobilise notre chaîne de modélisation du continuum et du coup, l'axe 5, il me semble, s'appuie déjà fortement sur nos outils de modélisation du continuum. Et je vous fais la pub pour la très belle plaquette Continuum, la modélisation du continuum au Pyrénées. Et donc, on va bien s'appuyer sur l'outil Kawax pour ce qui est de la modélisation hydrologique et sur l'outil Peanuts River Strahler pour modéliser la qualité de l'eau dans le bassin avec, je pense, un enjeu dans cet axe qui va être d'arriver à faire travailler ensemble toutes les variables qu'on a vues aujourd'hui pour lesquelles la phase 9 commence par l'acquisition de données, bien naturellement, avant de passer à l'étape de certification, comparaison modèle donné via modélisation. Et du coup, ça nous permettra aussi d'animer tout l'aspect prospectif face au changement climatique et au changement de pratique dans le cadre de cette phase 9. Donc voilà, c'était juste un petit complément de la vision d'un ex-directeur sur le programme phase 9. Merci. Bonjour, Christophe Poupard, agence de l'eau Seine-Normandie. J'ai une question que j'ai un peu du mal à formuler, alors je vais essayer d'être clair. C'est surtout la présentation de Josette Garnier qui m'y a fait penser.
c'est la question des flux de carbone. Donc, on raisonne beaucoup en flux, là, et Nicolas Flippot vient encore d'utiliser le terme. Et si on raisonne en stock, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire qu'en fait, notre bassin, bon, c'est un énorme réservoir de carbone qui ne demande qu'à se libérer dans l'atmosphère. Enfin, je parle du calcaire, évidemment. On peut avoir aussi des pratiques qui visent à stocker du carbone dans le sol, etc. Et finalement, est-ce qu'à terme, vos travaux sur les flux, ça peut déboucher aussi sur des conclusions quant aux meilleures pratiques pour être plutôt dans du stockage de carbone que dans du déstockage? Je ne sais pas si ça a été clair. Bon, par exemple, j'ai cru comprendre que mettre des engrais minéraux, ça a plutôt tendance à acidifier et à entraîner du déstockage de carbone et du relagage du carbone de l'atmosphère. Donc voilà, ce genre de considération-là, est-ce que vos travaux pourraient amener jusqu'à des recommandations de ce style-là ou pas? Silence. Ce que j'ai montré, c'est vrai que le CO2 qui provient du sol, il y en a quand même beaucoup. Je veux dire, bon, là, je ne vous les ai pas montrés, mais on a fait aussi des profils de CO2 dans les pores du sol pour montrer effectivement, je veux dire, les concentrations assez énormes, d'ailleurs, qui augmentent avec la profondeur et qui vont vers les aquifères. Alors, on stocke effectivement une partie de ce carbone à travers l'alcalinité. Je veux dire, c'est une forme de stockage temporaire. Et on peut supposer que bon, l'alcalinité, les bicarbonates sont assez stables. Ceci dit, bon, il faut regarder avec la précipitation de la calcite qui peut effectivement avoir lieu. Et là, on a un collègue qui vient d'arriver dans notre laboratoire à Métis et qui va s'attacher à ça. Donc, on verra bien peut-être à l'exutoire ce qui va rester du bicarbonate. Donc, c'est une forme de stockage. Après, dans le stockage dans les sols, on l'a montré lors de thèses précédentes que bon, il y avait certaines pratiques qui permettaient, notamment, je veux dire, les résidus. Quand on laisse les résidus au sol, ça forme du carbone, de l'humus qui va rester un peu plus longtemps dans les sols, et il peut y avoir une augmentation, assez importante, mais dans les 4 pour 1000 qui étaient préconisés, oui, on n'arrivait pas à ça quand même. Voilà. Donc, oui, on pourra réfléchir. Mais il faut beaucoup de données pour réfléchir à tout ça, parce que bon, ce que je vous ai montré, par exemple, le bilan, bon, c'est vrai que c'était 4 ans d'études, enfin depuis 2019, et qu'à un moment donné, voilà, ça permet d'apporter de l'information pour pouvoir continuer les études au cours de cette phase, quoi. Donc, ça fait un premier bilan, et les bilans ne sont jamais parfaits. Je veux dire, quelquefois, il y a des calculs un peu à la louche, mais ça nous entraîne vers plus de précision, justement, pour les chiffres qu'on estime pas très bien. Voilà. Peut-être pour compléter, alors, les actions portées par Gilles Varro et Angélique Goffin sur le déploiement des sondes fluocopées vont peut-être pas apporter des données de stock de carbone, mais vont permettre quand même de voir à haute fréquence, d'avoir au moins, alors en plus de l'aspect quantitatif semi-quantitatif peut-être par rapport aux données de fluorescence, mais ça va permettre peut-être aussi de répondre à ces questions et en tout cas d'enrichir les jeux de données par rapport à ça. Avec en plus une information sur le type de matière organique en plus de la quantité. Donc je pense qu'il y aura peut-être des choses intéressantes de ce côté-là sur ces actions. Oui, concernant les flux de carbone inorganique, des bicarbonates, on a quand même un stock de données qui a plus de 50 ans. Et je pense que ça serait bien de les reprendre, d'affiner les flux et d'exprimer les flux aussi en flux spécifiques par gramme, par mètre carré ou
kilogrammes ou tonnes par kilomètre carré, et de voir comment ça a bougé. Et on verrait peut-être l'impact de l'eutrophisation, ou plutôt de la diminution de l'eutrophisation. Car quand, dans les années 80-90, on précipitait des carbonates en été, parce que le pH était largement au-dessus de 8,2. Et ça, je pense qu'on peut le quantifier maintenant et de voir si cette précipitation de carbonate a diminué depuis qu'on a diminué l'eutrophisation. Peut-être je peux répondre à Monsieur Poupard pour ce qui concerne les pratiques. C'est vrai que les engrais, on le sait, ça acidifie les sols, quoi. Voilà, donc la solution, c'est de les diminuer ou voire de les bannir, quoi, les engrais minéraux. Ça, c'est assez probant, mais ça, bon, je veux dire, là, on l'a quantifié, donc c'était intéressant de le quantifier, mais bon, on sait que ça acidifie, tout le monde le dit, quoi. Mais là, on était assez étonnés de voir combien, effectivement, c'était important. Peut-être juste pour compléter aussi les éléments de réponse, j'en ai plusieurs, mais pour répondre en partie à Michel, en tout cas, ce qu'on a pu estimer sur le réservoir Marne, t'es arrivé après, mais c'est que l'importance de la précipitation de la calcite et des émissions de CO2 sont du même ordre de grandeur sur la diminution du stock de DIC dans le réservoir. Donc c'est à peu près le même ordre de grandeur. Voilà, c'est ce qu'on avait pu montrer dans la thèse de Chin-Chen, mais on va aller un peu plus loin avec l'action Komodo. Je pense qu'on a beaucoup parlé du carbone organique et des émissions de CO2 dans les milieux aquatiques. C'est pas là que va se faire le stockage du carbone dans tous les cas, en tout cas pas des formes inorganiques, je pense. Les eaux souterraines sont déjà sursaturées et le stockage du carbone dans les milieux aquatiques au travers de la production primaire ou au travers d'autres formes inorganiques sera pas forcément hyper important. Une action qu'on mène aussi en lien avec une thèse, c'est effectivement plus dans les parties terrestres qu'on va se poser la question de séquestrer ou de stocker un peu plus de carbone. Ce qu'on a encore du mal à estimer dans nos modèles pour le carbone, c'est la fraction particulaire et donc le flux érosif de carbone qui parvient à la rivière. C'est très dur à estimer, à modéliser, parce que c'est très dur à valider finalement. On a des modèles d'érosion plus ou moins simples qui existent depuis les modèles universels de perte de sol en français, jusqu'à des choses un peu plus élaborées et plus spatialement distribuées. Mais ce flux érosif terrestre qui parvient à l'hydrosystème, qui contient une fraction particulière de carbone, on a du mal à le valider parce que finalement, les premières validations ont lieu en rivière. Et dès lors que ce flux arrive en rivière, il y a d'autres dynamiques qui se surimposent, des dynamiques de sédimentation, de resuspension. Et ce qu'on valide en rivière après quelques centaines de mètres, ça prend déjà en compte une déposition et une resuspension. Et donc je pense que dans nos approches de continuum et dans nos approches de bilan de carbone sol, rivière, et aussi aquifère, cette fraction du flux érosif qui parvient à la rivière, il est encore mal contraint. Et sur les bilans de carbone, ça aurait son importance pour savoir qu'est-ce qui reste vraiment dans les parties terrestres. Organique, là, oui. Vraiment en lien avec le matériel terrestre érodé avec les flux d'eau. On prend une dernière question. C'est encore Marie-Pierre Pinon de l'Agence de l'eau. Sur le bassin de l'Orgeval, il y a aussi beaucoup de drainage. En fait, les terres sont énormément drainées. Et en fait, quel est l'impact en fait de ce système de drainage? Ça va accélérer en fait l'écoulement, le passage des eaux souterraines vers les cours d'eau. Est-ce que ça accélère pas le processus de transfert et de relargage du carbone? Et du coup, en faire écho à ce que vous venez de dire, quelque part, en fait, c'est la modification du paysage qui aussi est un facteur accélérateur en lien avec l'érosion des sols et on va dire la dégradation des sols suite à des intrants importants en minéraux. Au niveau de l'hydrologie, ça marche. Au niveau de l'hydrologie, en fait, on est censé avoir un stagiaire qui va travailler cet été, à partir du mois de janvier. Actuellement, on sait que dans les modélisations, le réseau de drainage a vraiment un impact sur sur les écoulements, parce que du coup, ça va déporter l'eau qui ne va pas forcément arriver à la rivière là où elle aurait dû arriver au départ. Donc on sait que ça a un énorme impact
Mais ce qui se dégage actuellement, ces impacts arrivent en période de crise, donc en période surtout de basse eau. Parce que du coup, en période de sécheresse, on a quand même de l'eau qui va s'écouler jusqu'aux sécheresses. Mais en période de hautes eaux, ça ne change pas grand-chose par rapport aux autres périodes. Mais après, par contre, pour les flux de carbone, je laisse plutôt Josette. Mais je sais qu'il y a aussi Nénine qui est dans la salle. Donc il est caché. Mais du coup, il a un projet pour mettre pour justement, il est là-haut, pour justement instrumenter... tu m'arrêtes, mais peut-être qu'il serait mieux que ce soit Yacine qui réponde. Mais en fait, il a un projet sur le réseau de drainage et sur ce qui va se passer à mettre en place des stations et des prélèvements automatiques. Mais j'ai pas envie de dire d'ânerie, donc il peut vous dire, il est juste là-haut. Il peut vous donner exactement les composés qu'il va mesurer. Ça mais dénonce, ça dénonce. Non, mais je pense qu'il est très content, il est juste là-haut, il vous lève la main. Oui, une petite, parce Oui, n'oubliez pas qu'il y a une pause juste derrière, vous pouvez commentaire à la discuter de question tout qui un vient tas d'être d'aspects posée. En fait, en tout cas, à travers le modèle HYPE qu'on a utilisé dans le cadre de cette étude, il y a quand même plus de 80% de l'eau qui vient des eaux souterraines. Et l'eau de surface, donc ce que j'ai appelé subsurface, qui est la somme du ruissellement et des drains. Donc, du coup, ça représente moins de 20%. Alors, je ne veux pas dire que les drains ne modifient pas les écoulements, hein, mais c'était juste pour donner un ordre de grandeur. Maintenant, Nicolas, je ne sais pas s'il est d'accord avec cette répartition des eaux, parce que ça, c'est un casse-tête pour les hydrologues. Tu peux remonter, désolé. Ce sera la dernière intervention, car nous avons tous envie d'une petite pause. Mot de conclusion pour Nicolas. Ouais, du coup, juste pour faire court, a priori, j'aurais tendance à dire que le réseau de drainage limite la contribution des eaux souterraines en termes d'apport en CO2 vers le réseau hydrographique, puisque les drains interceptent l'eau au moment des précipitations intenses, donc récupéreraient les acidifiants pour les eaux souterraines qui n'atteignent pas les eaux souterraines. Et du coup, par rapport à une situation sans drain, à l'étiage, on se retrouve avec moins d'eau dans les eaux souterraines avec moins d'eau dans les eaux souterraines. Donc un débit de base, une contribution des eaux souterraines au débit des rivières à l'étiage qui est moindre du fait du réseau de drainage qui a intercepté la partie qui aurait dû recharger l'aquifère pendant les crues et qui ne l'a pas fait. Donc on a en fait une limitation de l'eau qui passe à travers les eaux souterraines via le réseau de drainage, donc un effet plutôt bénéfique du point de vue du CO2. Voilà. François, on a un signe comme ça, là, toute petite apparemment. Quelqu'un qui a été sollicité, qui doit apporter une précision, c'est ça. Attention, on est sur une précision, hein. On ne repose pas une question en mode... Je vous rappelle qu'on a 20 minutes de pause pour justement toutes ces petites questions subsidiaires, on va dire. Donc pour ne pas déborder, nous étions en avance. Soyons courts. C'est très court. Non, je ne contrarie personne, en fait, juste un complément d'information. Donc pour information, donc là on a commencé à quantifier en fait, la part qui sort des réseaux de drainage, la part qui s'infiltre en profondeur et la part qui ruisselle. En gros, en fait, le ruissellement, en fait, l'infiltration vers les nappes profondes pendant la période de drainage, ça représente à peu près 50% de drainage. Donc il y a une bonne partie qui sort par le drainage et la moitié s'infiltre vers les nappes. Voilà, juste par précision. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir donc nos orateurs. Merci.